Salut à tous, nous voici en live pour les essais 1 du Grand Prix de Styrie en Autriche. Je vous mets le son de canal Par les directement. deux pilotes. Quoi ouais, Laurent Mekies qui a pris sa marque, donc en tous les cas chez Ferrari ça fonctionne bien. Et sur ce Grand Prix, ici, en toute logique, la Ferrari devait être quand même un petit peu mieux. Parce qu'au Castellet, le problème c'était la vitesse de pointe, donc on enlevait les ailerons. Obligatoirement, si on enlève les ailerons, on a du graining et on a beaucoup de difficultés avec les pneumatiques. Ici, on n'aura pas ce problème parce qu'on va charger les ailerons quasiment au max sur ce circuit. Donc ça sera un petit plus, ça sera en tous les cas quelque chose que Ferrari pourra gérer de meilleure façon. Et alors que Bottas est installé dans sa voiture, écoutez Charles Leclerc qui adore ce circuit. Il a déjà terminé 2 fois deuxième ici en 2019 et 2020. J'adore ce circuit, c'est un de mes circuits préférés de toute l'année. C'est un circuit très court. Très honnêtement, quand j'ai vu le tracé pour la première fois, je me suis dit ouais, ça va pas l'air fou. Mais après, quand j'ai roulé dessus, je suis tombé amoureux du tracé, du rythme qu'il y a sur cette piste, et j'aime tout simplement beaucoup ce circuit. Donc plus ça, j'ai été assez compétitif dans le passé ici. Donc j'espère que ce sera la même chose ce week-end. Nous sommes à l'arrière du garage Alpine, des installations de l'écurie française. Franck, une écurie en difficulté également le week-end dernier. Alonso 8e, Ocon 14e. Avec une autre crainte, si le graining, le grainage qu'ils avaient eu sur les pneus était lié à l'arrivée de la pluie le dimanche matin qui avait nettoyé la piste au Castellet, on pourrait avoir le même problème ici s'il pleut cet après-midi et à chaque fois devoir tout recommencer chaque jour. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va mettre de la gomme sur la piste là, pendant cette première séance. S'il pleut cet après-midi, ça va laver la piste. Et toutes les équipes, c'est pas que Alpine, hein, on rose problème de graining. Donc c'est à eux de mieux travailler tout simplement pour essayer de trouver des solutions que les autres équipes ont trouvées. Et Fernando Alonso était quand même un petit peu inquiet en arrivant hier à notre micro, notamment par rapport à ces problématiques de pneumatiques. We have to be open mind on this, and we have to be ready if the graining comes. But yeah, I did ask the same question to the engineers this morning, and the team is more confident here that the graining will not be an issue. In the past, there was some blistering here in 2018, but now the tires are different, are thinner, so even the blistering should be not a concern. So tire-wise, hopefully we have less drama than recent races. Et Pierre Gasly qui arrive dans son garage à l'instant. Franck, à 5 minutes du début de cette séance. Voilà, c'est habituel, le français. Oh, pourquoi vous trouvez qu'il est en retard ? Normalement, c'est bien 15 minutes imposées par l'écurie, mais quand vous êtes numéro 1 de votre équipe, vous avez quelques facilités. Bon, peut-être qu'il ne prendra pas la piste immédiatement. Quelquefois, voilà, on retarde un peu l'arrivée en piste des monoplaces pour les premières séances d'essai. Donc Gasly vient de s'installer. Ocon, on l'a pas vu passer, donc il doit déjà être dans son garage. Et le Français hier évoquait avec nous les incertitudes liées à la météo et peut-être des belles opportunités à saisir pour Alpine. Bon, ce sera pour tout le monde pareil de toute façon, mais l'année dernière, quand il a plu, on s'est qualifié 5e sur cette deuxième course. Donc voilà, s'il pleut, on prendra l'opportunité, comme toujours. Et ça me plaît la pluie, j'adore rouler voilà, dans ces conditions. Mais voilà, s'il fait sec, il faudra aussi qu'on se qualifie bien. Donc voilà, peu importe les conditions, il faudra faire au mieux. Et dernière petite information ce matin, Kimi Raikkonen ne va pas rouler dans l'Alfa. C'est Robert Kubica, le pilote de réserve, qui sera au volant. Raikkonen que vous retrouverez dans un sujet exceptionnel dans la grille dimanche. Un petit tour en voiture avec Frédéric Kubica qui remplace Raikkonen donc, ok. On va raconter plein de choses et donc ça sera à découvrir et ça sera forcément intéressant dans nos émissions. Voilà, Julien et Jacques, ça va être à vous. Juste une dernière stat. Le pilote qui a fait le meilleur temps de la première séance d'essai libre cette année n'a jamais gagné le Grand Prix. Donc voilà, on vérifiera ça dimanche. Il ne faut pas faire le meilleur temps en essai libre 1. Il faut rouler au ralenti. On laisse à qui vous voulez. Voilà, exactement. Ouais, bah écoutez, on va observer ça d'ici quelques instants dans des conditions météo, comme le rappelaient Laurent et Franck, assez couvertes, pas trop menaçantes pour l'instant, mais qui peuvent bien empirer, ce qui veut dire qu'il va falloir concentrer beaucoup d'énergie dans le travail de la première séance d'essai libre d'ici quelques instants. Lourd météo en tout cas, avec un thermomètre qui affiche 23 degrés dans l'air et quasiment 46 degrés au sol. Beaucoup d'équipes ont un travail de comparaison et de compréhension des pneus avec les nouvelles normes de pression minimale à étudier sur ce circuit, ce court circuit du Red Bull Ring. C'est l'un des tracés les plus courts de la saison avec Monaco, 4 km 3 ici. Et peu de virages, mais tant mieux, 10 virages, ça suffit. Et Charles Leclerc expliquait qu'il aimait le rythme de ce circuit et c'est un peu les circuits à l'ancienne, il y a de l'espace entre les virages, des lignes droites, le temps donné au pilote pour préparer le virage qui arrive et aussi étudier le virage dans lequel ils viennent à peine de passer. C'est aussi intéressant pour la course parce que ça donne pas mal de zones de dépassement.
les vibreurs, les fameuses track limits, les limites de piste à respecter, elles seront particulièrement surveillées au virage numéro 9. C'est l'avant-dernier virage en descente très rapide de ce circuit, avant soit de poursuivre sur la piste jusqu'au virage 10 ou alors de rentrer dans les stands. On a vu par le passé à quel point ce virage avait été dommageable et en performance en chrono annulé et sur les machines aussi, puisque les ailerons touchaient beaucoup à cet endroit. Même chose à la sortie du virage numéro 10, donc le dernier virage. Il ne faudra pas laisser sa voiture trop s'échapper sur le côté gauche, sur l'extérieur de la piste, tout en descente à cet endroit. Ce sont donc pour l'instant les virages observés particulièrement par les instances de la FIA. Et à noter que la Turquie revient au calendrier. Donc à la place de Singapour, le Grand Prix de Turquie aura lieu du 1er au 3 octobre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ferai une news de ça tout à l'heure après les essais. Et vu la période, à mon avis, il risque de pleuvoir encore. Ça c'est bien. C'était super l'année dernière. Même si l'appellation est différente, il s'agit du Grand Prix de Styrie ce week-end, il s'agira du Grand Prix d'Autriche le week-end prochain. Et bien sur ce même circuit à domicile, tenter de remporter les deux courses. On sait que par le passé, ici, c'est Mercedes qui s'était imposé l'an dernier. C'était les Grands Prix d'ouverture dans l'autre sens, dans les appellations. On avait commencé par le Grand Prix d'Autriche, puis le Grand Prix de Styrie. Et dans les deux cas, c'est une Mercedes qui s'était imposée. Bottas. Ah merde, faut que je recale le live timing parce que là, il y a 1 minute 30, 35 même. De retard. Excellent. Puisqu'il y a 2 Grands Prix d'affilée sur le même tracé, ça aurait été un bon comparatif. C'est vrai, il va falloir être patient, encore un petit peu patient, puisqu'il s'agira du Grand Prix qui suivra cet enchaînement de 2 courses en Autriche, le Grand Prix de Grande-Bretagne, dont on nous annonce une jauge pleine de spectateurs. 140 000 spectateurs annoncés à Silverstone, ça en fera le plus gros événement de la reprise au Royaume-Uni, mais ce qui inquiète aussi, notamment Lewis Hamilton, qui dit, je suis partagé, à la fois très heureux de voir le public revenir en nombre à Silverstone pour nous encourager, mais à la fois inquiet pour eux, parce que c'est vrai que la situation est loin d'être totalement maîtrisée en Grande-Bretagne comme ailleurs d'ailleurs. Accélérateur bloqué. Oui, qui a collé. C'est très désagréable. Ah oui, c'est pas agréable si vous voulez ralentir une monoplace et que l'accélérateur reste enclenché. En tout cas, Silverstone s'attend à accueillir un maximum de spectateurs, 140 000. Laurent Dupin vous le rappelait ici, il y a une jauge limitée ce week-end de 15 000 personnes dans 5 bulles différentes, mais jauge beaucoup plus large à partir du week-end prochain. C'est une histoire de date évidemment et d'autorisation. En cela, le Castellet aura fait date avec le retour de 15 000 personnes. Vous étiez peut-être présent au Castellet, avait profité de ce magnifique spectacle, avait mis de l'ambiance dans les tribunes. C'était sympa de voir du monde heureux en plus d'être là. Before starting to push, I need to know if you see something. We don't see anything weird from the data. Okay. You feel anything or not? I felt definitely something into track 1 pit exit. Une petite erreur là du Polonais Robert Kubica qui réussit à s'extraire de la pelouse. C'était au virage numéro 3. Il remplace donc ce matin au volant de l'Alfa Romeo Kimi Raikkonen, et puis le week-end prochain c'est Callum Ilott qui remplacera à son tour Antonio Giovinazzi. Alors voici ce qui est considéré comme le virage numéro 2, donc l'épingle en haut est bien considéré comme le virage numéro 3. Complètement illogique. Ça commence bien. Il était pas loin d'aller toucher la barrière, heureusement il l'a évité. Mais c'est pas la première fois où on voit qu'il a du mal à contre-braquer. Oui. En tout cas, lorsqu'on roulait sur ce circuit, lorsqu'on parlait du virage 2, c'était bien le virage 3. Bien sûr, c'était celui dans la dénomination choisie par la FIA. Il a été considéré que cette petite courbe à gauche tout en montée était un virage.
qui conduit donc les pilotes à ce virage 3. Virage en épingle, tout en montée. Certains choisiront de ne pas aller se coller au vibreur intérieur parce que ça crée une marche, Jacques Villeneuve. Donc il est possible de voir une trajectoire un peu plus ronde autour de cette pointe. Pour que les pilotes aient une accélération en ligne droite plutôt que d'avoir le volant encore légèrement tourné. Et ce virage en descente très étroit, qui ne paraît pas l'être particulièrement sur des images de télévision, mais qui est assez étroit, très serré, en banking inversé, en dévers. Et puis ces deux courbes à gauche très rapides, ce sont les deux seules courbes à gauche véritablement de ce tracé. Donc un déséquilibre et d'ailleurs une asymétrie notamment des protection de frein avant, de disque de frein. L'écoulement de l'air n'est pas dirigé de la même façon et on est sur des voitures, alors pas comme en IndyCar sur les ovales bien sûr, mais sur des voitures légèrement asymétriques ou dissymétriques, car la plupart des virages, hormis deux, sont tous des virages à droite. On peut pratiquement faire un réglage de piste ovale. Presque. Sur ces monoplaces. Et cette traction que l'on cherche ici en sortie de ce virage numéro 3 qui conditionne une des lignes droites et une des lignes de DRS. Il y a 3 zones de DRS. Jacques, vous avez trouvé que ça fait beaucoup trop, mais oui. Dans chacune des lignes droites, dans chacune des lignes droites de ce circuit, il y a des zones de DRS et à chaque fois des zones de détection avant les zones d'activation. Parce que vous savez, avec le DRS, eh bien, les pilotes chargent leur monoplace au maximum en aéro. Parce que de toute façon, ils auront le DRS pour être vite en ligne droite. Et donc, charger maximum en aéro veut dire qu'ils ont plus de mal à se suivre. Donc, c'est un cercle vicieux. Esteban Ocon, après un week-end difficile au Grand Prix de France, hors des points, puis lorsque son coéquipier parvenait, Fernando Alonso, à prendre la 8e position, malheureusement pour Esteban Ocon, c'est la 14e place à laquelle il a dû terminer sur le circuit du Castellet. Des modifications, en tout cas des différences de réglage sur les deux monoplaces alpines ce week-end, à commencer par ce 3e élément de suspension à l'avant de la voiture, cet élément qui vient se positionner en transversale. Eh bien, il n'a pas la même définition technique et n'apporte donc pas le même ressenti, les mêmes réglages en termes de suspension avant. Voyons si ces comparaisons sur ce 3e élément, le fameux Eve Springs, peut apporter les réponses nécessaires à l'écurie française. Petit tout droit de Mick Schumacher. Pour l'instant, c'est le virage le plus compliqué, cette épingle. Oui. Les choix pneumatiques, important de vous les communiquer également, puisque Pirelli a décidé, à l'image de Silverstone l'an dernier, de différencier ses choix pneumatiques sur les 2 week-ends qui arrivent. Un choix, on va dire, conservateur pour ce week-end, les pneumatiques C2, C3, C4 et les gommes encore plus tendres, les gommes les plus tendres le week-end prochain, du C3 au C5. Donc 2 week-ends possiblement différents. Oui. Si les pilotes décident d'utiliser des gommes différentes, mais ils n'auront pas la même allocation. Et aussi, le 2e week-end, normalement, la piste est plus gommée. Sauf si elle a été rincée. Oui. Ah, il y a une petite souris dans ce monoplace qui bouge. Quelque chose qui bouge dans le cockpit d'Esteban Ocon. Effectivement, Pirelli qui mise sur une meilleure connaissance, meilleur réglage, alors qu'il y a un petit élément qui s'est échappé de la McLaren ici de Daniel Ricciardo, en tout cas un petit scotch qui traîne sur son fond plat, vous le constatez à droite, mais il préférait simplement lui laisser passer des pilotes. Il est passé sur un vibreur ou il a accroché quelque chose? Ouais, c'est un petit bout de scotch. Ça s'ouvre un peu en début de tour là déjà pour début de séance pour Lewis Hamilton. Ah, il a du mal à aller au point de corde. Oh, oui. Beaucoup. Le train avant qui n'accroche pas. Et dans le dernier virage aussi. Ouais, qui pousse Hamilton vers l'extérieur. Ça ne l'empêche pas de prendre une première référence. Ouais, mais un tour laborieux. Est-ce qu'il y avait déjà du graining en fin de tour ou juste un réglage de monoplace? Il va falloir observer ses pneus. Ils sont tout de suite les chronos d'Hamilton battus par Verstappen. Le chrono est battu. 1:06.936. Charles Leclerc, le coup de raquette. Et ce sont les pressions hautes
des gommes qui vraiment surprend les pilotes là. Depuis qu'on a instauré ces pressions hautes, des problèmes de sous-virage, d'équilibre de monoplace, le train arrière qui se dérobe, et on a l'impression que les pilotes ont plus de difficultés à trouver le réglage parfait de leur monoplace. Ouais, tous ont des problèmes. Regardez Nikita Mazepin dans une situation similaire à ses camarades, à savoir un freinage délicat et une voiture qui glisse beaucoup. De la Mercedes à la Haas, tout le monde semble avoir des difficultés à tenir ces gommes qui sont donc, on le rappelle, un peu surgonflées par rapport aux précédentes éditions. On prend un petit peu de hauteur au-dessus de ce Red Bull Ring en votre compagnie, Franck Montagny. Vous avez une vue, comme qui dirait, panoramique sur le circuit. C'est presque ça, parce que c'est un petit circuit, c'est un petit écrin ici. Regardez, on est entouré de part et d'autre que de montagnes, donc c'est pour ça que c'est souvent un petit peu difficile au niveau de la météo et de savoir et de prévenir ce qui va tomber. Mais c'est un endroit absolument magnifique, hein. C'est très champêtre, c'est très agréable, c'est bizarre de voir la Formule 1 au milieu de cette nature, avec ce circuit assez inconditionnel, avec cette grande montée là-haut. On peut voir le virage numéro 3 et ça va tourner tout ici avec le dernier virage qui est là. Et bien sûr cette super structure de Red Bull, c'est le seul endroit où ils apportent cette structure Red Bull pour AlphaTauri et l'écurie Red Bull. Ça comprend 200 personnes à l'intérieur maximum pour les mécaniciens, puisque je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de VIP ici à l'intérieur du paddock. Ça nous suffirait pour une petite soirée d'anniversaire, Franck, par exemple. Ouais, grave, comme vous voulez. Je les réserve pour dimanche soir si vous voulez. Parfait. C'est vrai que l'endroit est vraiment intéressant, plaisant. On sait que les équipes, les médias ont plaisir à se rendre au Red Bull Ring parce que le cadre est assez exceptionnel. Oui, au circuit, le problème, ce sont les hôtels, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a pas. Il y a d'autres endroits où on a connu ça, Jacques. Une bonne pension de famille en Autriche, je suis sûr que vous y sentiriez très très bien. Allez, les temps pour l'instant référents sont ceux de Verstappen et d'Hamilton, rejoints au 3e rang par Sergio Pérez à l'instant en 1.75. Sergio Pérez qui a été un bon soldat lors du dernier Grand Prix, à qui on a demandé de rester le plus longtemps possible en piste, dans l'objectif de gêner Mercedes, mais finalement c'était la bonne stratégie à adopter. Oui, parce que c'est le seul qui a bien maintenu, mais il fait toujours ça, il maintient bien ses gommes et il est toujours très véloce, très compétitif en fin de Grand Prix, et il a bien montré que la bonne stratégie, pour Red Bull en tout cas, c'était la sienne, et non pas de repasser sur de la gomme jaune pour la fin du Grand Prix. Petite analyse des limites de piste avec la voiture de sécurité. Le fameux virage numéro 9, celui de l'entrée des stands, eh bien une monoplace sera considérée comme hors piste si elle Coco dépasse Chouk, le vibreur ah blanc et peut-être rouge. c'est ça. Donc, jusqu'à la limite du vibreur blanc C'est et ça rouge, qui le gênait quand les roues peut-être. sont dessus, ça compte, et ensuite eh bien, il y aura le virage numéro 10 qui verra appliquer les mêmes consignes. Vous voyez comme Esteban Ocon ici, voilà, ces roues sont au-delà du vibreur blanc et rouge, le temps est annulé. Ça ne compte pas. Et ils le savent les pilotes pourtant. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de saucisses jaunes. Il n'y a pas assez de fans. Ah, les pilotes Pérez, effectivement, à chaque fois, il arrive à bien gérer. Hein. Mais que vous êtes drôle. Je sais pas comment il fait. Le temps de Pierre Gasly à cet instant de la séance. Le Français pour l'instant placé deuxième à 43 millièmes seulement de Max Verstappen. Il réalise week-end après week-end, Pierre Gasly, de très bons résultats, des courses extrêmement solides. Que peut-il faire de plus, Jacques Villeneuve, que d'enchaîner les bons résultats pour essayer de convaincre qu'il mérite de nouveau une chance dans la Red Bull, hein. Il est dans cette famille encore pour 2 ans. C'est pas une question de mériter une place chez Red Bull. Red Bull est très content de l'avoir chez AlphaTauri parce qu'il mène cette équipe, il la pousse vers le haut. Alors pourquoi l'enlever à AlphaTauri alors qu'ils ont déjà Pérez pour être gentil avec lui il s'en fiche d'être gentil avec lui. Là, ce qu'ils veulent, c'est gagner le championnat du monde. Ils ont Verstappen, ils ont Pérez qui est là pour faire le bon deuxième, qui peut aussi gagner des courses. Pourquoi amener Gasly qui voudrait embêter Verstappen, qui voudrait lui prendre sa place de leader? On le laisse chez AlphaTauri, il lead cette équipe, il la monte, il la rend de plus en plus compétitive et il se fait un nom. Et peut-être que dans 2 ans, ça sera un passage ailleurs que dans la famille Red Bull. Peut-être, exactement. On suit Hamilton sur un deuxième tour lancé sur cette gomme jaune. C'est large, encore une fois c'est large. Alors les roues sont restées sur le vibreur, le temps sera validé. Ça doit être un problème de réglage là, de monoplace. On voit le circuit est très gris, hein, l'asphalte a vieilli et donc réagit très différemment. 1.69, il améliore sa marque pour se positionner à 51 millièmes de Max Verstappen. Le week-end commence bien, on joue dans les centièmes de seconde déjà entre les deux protagonistes pour la couronne mondiale. Écoutez Lewis Hamilton qui revient avec nous après son week-end un peu difficile, alors qu'on voit ici à quel point Lewis Hamilton était large. Il est même allé chasser un petit peu de gravier dans le bac.
Revenons avec lui sur ces fameux problèmes de vitesse de pointe. Et au moment où Verstappen le dépassait dans l'avant-dernier tour, il disait je ne peux rien faire, ils vont trop vite en ligne droite. Il estimait même ah oui, Red Bull à domicile, donc là pour l'instant Verstappen en tête. De Red Bull. Mais les et Perez pas loin derrière. Elles avaient déchargé leur choix, donc normalement. Peut-être le retour de Ferrari pour ce Grand Prix. Dans les virages. C'était un choix à on verra. faire, mais Mercedes pour l'instant, le 4ème Leclerc, c'est pas trop mal. Après, évidemment, c'est bien de commencer les essais, donc ça peut vite bouger. Dans les virages. Et sur un circuit qui tape sur la gomme, ça peut devenir pénalisant. En tout cas, peut-être qu'un avantage se matérialisera pour Hamilton ce week-end dans son style de réglage et de pilotage. Ce sont ces 3 zones de DRS. Il nous parle de ces problèmes et de ces histoires de vitesse de pointe et de DRS ici sur le Red Bull Ring. En qualification, il y a 3 zones de DRS, donc ça pourrait être moins un problème. Mais ça pourrait être marquant et important en course. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, on verra demain si on est fort ou non dans les lignes droites. Et oui, du travail à faire dans ces séances d'essais libres. Voilà, on vous avait montré le numéro 9, voici le virage numéro 10. Même principe, les roues doivent rester sur le vibreur extérieur. Sergio Perez ici, et bien voilà, les roues sont, alors là c'est difficile de juger, il restait peut-être un micro centimètre carré. Alors on voyait la caméra ici de Sergio Perez, mais c'est Max Verstappen qui dit ah bah c'est charmant. Au moins il le sait. Ah non c'est bien, c'était bien la voiture de Verstappen, mais qui a un sommet de casque jaune ce week-end, donc ça. Que lui arrive-t-il? Il veut nous perturber? Non, mais il est en Autriche. Non, il a emprunté le casque de Perez. Oui, c'est ça, exactement. Il a vu que ça marchait bien en fin de Grand Prix. Absolument. Légère évolution des casques. Et Pierre Gasly est en avance. Record dans le premier secteur pour le Français. En 16 secondes 7. Ce sont de courts secteurs. Amélioration personnelle du Français dans le 2e secteur, 29,5. Passage de la ligne de Verstappen avec une amélioration en 1,6,581. Ça descend et on est avec Pierre Gasly qui saute très tôt sur le vibreur intérieur. Les roues sont sur le vibreur du virage 10, c'est son chiffre. Et de nouveau, le 2e temps pour lui, 59 millièmes. Dans les tribunes dimanche, on entendra Max, Super Max. C'est ça. Et Antoine, par pitié, arrête de supprimer tes messages quand tu postes un truc, c'est insupportable. Oh là là. Si tu continues, je vais te ghoster du chat. C'est ridicule ce que tu fais, franchement. Je sais pas pourquoi tu fais ça, t'es bizarre comme mec. Qui viennent rouler sur ce tracé. Ils n'ont pas enlevé les petites saucisses jaunes à l'extérieur du premier virage. Elles sont très utiles parce qu'elles vous tiennent la voiture. Oui, il faut juste ne pas aller au-delà. Exactement. Et quand vous tentez par exemple quand vous tentez un départ par l'extérieur sur tous vos camarades, eh bien la petite saucisse jaune, elle vous tient. Oui. Elle vous tient, elle vous ramène sur la piste. Mais j'aurais dû la laisser entre le virage 9 et 10. Ah, elle fait du dégât. Après, n'oublions pas, on est sur un enchaînement de 3 grands prix. La limitation des budgets cette année a fait beaucoup parler des écuries et les écuries ont supplié la direction de course d'enlever ces éléments parce que bien on a une limitation de pièces et de coûts liés aux pièces. Heureusement qu'on ne va pas à Singapour alors. Ah oui, ça coûte cher Singapour. Ça aurait coûté cher. On rappelle l'information que Laurent Dupin vous révélait il y a quelques minutes avant le début de cette séance. Le Grand Prix de Singapour annulé il y a quelques temps est maintenant officiellement remplacé par le Grand Prix de Turquie qui viendra prendre sa place début octobre. J'ai hâte de voir la météo début octobre aussi en Turquie. Ah, si c'était pluvieux. Ah, ça peut être pluvieux et frisquet. Noir, oui. Ça peut être frisquet. On va rigoler alors. Mais on rigole toujours. Ah. On rigole quel que soit le Grand Prix, Jacques. Est-ce qu'il y a un week-end de la saison? Oui, bien sûr. Où on ne s'est pas marré. Alors, voyez qu'il manque sur la passerelle de commandement. Vous ne connaissez peut-être pas tous ces visages, mais il y en a un qui vous est familier et qui n'est pas là aujourd'hui. C'est celui de Mattia Binotto. Oui, mais il n'y va plus. Alors, il ne va plus sur la passerelle, mais là, il n'arrive même pas ce week-end. Podium Gasly dimanche. Peut-être pas abusé non plus. Je pense pas, moi. Déjà, s'il fait un top 5, ça sera beau. Podium, ça m'étonnerait quand même. Il faudrait vraiment qu'il y ait des circonstances de course pour qu'il fasse un podium. Et on voit là aussi que à la régulière, il n'y arrivera pas. Côté droit et côté gauche ne sont pas exactement les mêmes. On ne refroidit pas. Bonne différence, mais on change tout, on travaille tout de suite. Donc
On a vu que Hamilton n'était pas satisfait de l'équilibre de sa monoplace, clairement. Progression dans le classement de Sergio Pérez qui passe devant Lewis Hamilton avec ce chrono fixé en 1:06.800. 3 dixièmes de son coéquipier, ça commence plutôt bien. Partage des gommes chez les uns et les autres, majorité de gommes médium, jaune, mais quelques pilotes en pneus durs comme Esteban Ocon ou Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso aussi. Chez Alpine, les deux pilotes entament donc leur séance en gomme dure. Nicolas Latifi, Robert Kubica également, donc les deux Alfa Romeo et la Williams du Canadien. Puisqu'on parle d'Alfa Romeo, sachez que les Alfa débutent ce week-end styrien avec de nouveaux NGUK et une nouvelle centrale électronique. Et Haas également octroie à ces deux pilotes un nouveau système MGUK. La tension est gentiment mais sûrement en train de monter entre Mazepin et Schumacher. Je pense qu'à un moment donné ça finira mal. Mazepin qui a dit, qui déclarait concrètement, après ce que m'a fait Schumacher à Monaco, qu'il lui avait fait l'intérieur à l'épingle du Grand Hôtel. Tu veux dire, il l'avait doublé? Oui, il l'avait doublé. Eh bien, il n'y avait pas de raison que je ne me venge pas, entre guillemets, ou que je ne lui rende pas la monnaie de sa pièce. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, notamment au Grand Prix de France, dans les virages, au virage du camp, juste avant, eh bien, il est allé tasser complètement Mick Schumacher, qui a été obligé de court-circuiter le virage. Il y a une différence entre doubler et tasser et mais voilà, accepter de se faire doubler. Le très très bon esprit de Nikita Mazepin. Sacré Nikita. Personne ne me double. C'est simple. Il l'a dit. Mick continuera à faire ses trucs, je continuerai à faire les miens. Il n'y aura pas de cadeau entre nous. Je pense qu'à un moment donné, le paquet cadeau va exploser. Il y en a un qui aura le nœud sur la tête, c'est Günther Steiner. Les deux Aston Martin dans les points, c'était au Castellet le week-end dernier. Une première pour l'équipe, 9e et 10e, avec une stratégie sur la gomme dure en début d'épreuve qui a bien marché, qui a payé. Alors je dis une bêtise puisqu'il l'avait fait également à Monaco, 8e et 5e, autant pour moi. Deuxième fois cette saison pour Aston Martin d'avoir placé ses pilotes dans les points. C'est maigre comme résultat et niveau de compétitivité. À part Bakou, on s'attendait à plus de cette écurie cette saison. Les évolutions performances des monoplaces en cours de saison, Red Bull qui reste la performance, des gains d'un dixième de Mercedes si l'on en croit ces graphiques, des gains plus importants de Ferrari estimés à une demi-seconde, la progression un petit peu plus faible de McLaren et d'Alpha Tauri, un gain assez similaire à celui de McLaren pour Aston Martin. Et une voiture qui évolue tout de même un tout petit peu, même s'il n'y avait pas d'évolution majeure prévue, c'est la Haas qui a gagné 3 dixièmes. Vous voyez le retard cumulé par la Haas qui pointe à plus de 2 secondes en temps relatif. Alfa Romeo qui a également progressé de près de 4 dixièmes et qui revient Grand Prix après Grand Prix, et on le constate sur les comparaisons d'une saison à l'autre. Franck Montagny, justement, on observe avec vous les ailerons apportés ici par Alfa Romeo et les évolutions qui continuent sur cette voiture. On continue à travailler, bien entendu, comme dans toutes les écuries. Mais vous connaissez la polémique sur le fait que les ailerons plient ou ne plient pas. Mais regardez, c'est simple. Juste avec mon doigt, regardez comme ça bouge déjà l'aileron. Vous voyez, cette façon-là. Sachant que la voiture, elle prend plus d'1 tonne en charge aérodynamisme. J'aimerais bien savoir comment les instances de la FIA vont pouvoir réduire ça. Parce que là, franchement, je mets quoi, 1 kilo à tout casser. Donc avec 1 tonne, l'aileron, c'est sûr qu'il plie. Et oui, et vous soulevez là, Franck, un point très important, c'est la flexibilité des ailerons avant. On a réglé, semble-t-il, le problème des ailerons arrière jusqu'à ce que les écuries trouvent encore une parade plus compliquée. Mais Red Bull a demandé à ce que la FIA contrôle la flexibilité des ailerons avant, estimant bien que Mercedes lui avait
entendu une petite pique sur les ailerons arrière, et bien évidemment Red Bull a répondu et a sommé la FIA de s'intéresser, de se pencher sur la flexibilité des ailerons avant, ce que la FIA va certainement faire rapidement. Sainz est parti à la faute au premier virage. Est-ce qu'il a tapé? Et drapeau jaune. Il est en tête à queue. En sortie de virage, oui. C'est juste pour dire bonjour à Valtteri. Oula, Sainz, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, l'aileron arrière gère... C'est un petit problème parce que Bottas n'a pas le droit de couper la ligne blanche, donc ne pouvait pas contourner, mais il a patience. C'est très sympa, oui. Oui, c'est genre de gentleman. Oui. L'aileron avant permet de régler l'équilibre aérodynamique entre l'aileron arrière et avant, donc l'équilibre principal de la voiture. Pour ce qui est de la vitesse de pointe, c'est plus géré par l'aileron arrière. Donc un aileron avant qui s'affaisse voudrait dire donner plus d'adhérence sur le coup de gaz, sur l'arrière à virage rapide. Yeah, all good. Yes, the car was tagging for signature. Tout va bien. Et on a vu la Mercedes sortir large sur le vibreur aussi, c'est celle de Lewis Hamilton. Le record de la piste en 1:2:939, c'est le temps fixé par Valtteri Bottas l'an dernier ici. On rappelle sur les 2 Grands Prix disputés ici l'an dernier, Valtteri Bottas avait signé la pole position et la victoire du premier Grand Prix d'Autriche, appellation Grand Prix d'Autriche, et Lewis Hamilton lui avait succédé et sur la grille et sous le drapeau à damier une semaine plus tard pour le Grand Prix de Styrie. Donc Mercedes reste invaincu ici. Week-end de renaissance de Bottas cette année parce qu'il en a grandement besoin. Oui, deuxième secteur en violet pour Hamilton, record donc 29,4, passé à la gomme rouge. Ce n'était pas un bon premier secteur, il était sorti trop large et on l'a vu aussi sorti du virage kart, sortir très large, donc son sous-virage perdure. Il prend le meilleur temps, mais avec ce passage sur la gomme rouge, on y voit une certaine logique. Une 6,390, c'est pas spectaculaire comme amélioration. Comme N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ceux qui sont là, et un abonnement à la chaîne si c'est pas fait. Que Norris dans une McLaren. Alors le Norris, Monsieur Constance, Monsieur Consistance, Lando Norris qui enchaîne les week-ends dans les points, systématiquement dans les points cette saison, avec comme plus mauvais résultat une 8e place au Grand Prix d'Espagne. Sinon, c'est systématiquement top 5. Ouais. Très solide. C'est Ricciardo qui est devant, et là Bottas qui va finalement faire un bon chrono. Bien, attendons le passage de la ligne. J'espère, parce qu'il est vraiment en difficulté. Oui, c'est mieux, 4e temps, mais une 6-7 et ça reste à 3 dixièmes de son coéquipier. Pas génial. Au passage à la gomme rouge également, absolument. Avec cette caméra sur l'aileron avant dont on aurait bien profité un peu plus longtemps pour mesurer la flexibilité, justement. Record du 2e secteur pour Alonso. Oui, 29,3, absolument. Un bon premier secteur pour le pilote. Mais là, il a eu Sainz qui était dans la voie des stands alors qu'Alonso entamait les 2 derniers virages. Ça lui permet quand même de remonter au 2e rang, Fernando Alonso. Très joli tour, à 85 millième seulement de Lewis Hamilton. On peut l'imaginer peu chargé en essence. Doute qu'il y ait effectivement 80 kg d'essence dans sa monoplace, peut-être une trentaine de kilos. On est avec Charles Leclerc dans les 2 virages à gauche de ce circuit. Un train avant qui tient bien. Ferrari n'a pas trop de sous-virages cette saison. Et qui préfère plafonner au 7e rapport plutôt que de passer la 8 avant les 2 derniers virages. Rien à gagner sur 100 mètres de montée de rapport. 9e temps seulement pour Charles Leclerc. La direction de course nous annonce le temps retiré malheureusement de Fernando Alonso. Mais il y avait Sainz qui rentrait avant des stands, donc je crois pas que c'est ça qui lui avait donné le 2e chrono. Il aurait peut-être fait le 4e de toute façon. Il a peut-être plus été gêné que aidé. Donc de toute façon, s'il avait le record dans le 2e secteur, ça restait un bon tour. La règle est la règle, limite dépassée, temps annulé. Oui, c'est beau ça, la règle est la règle. Vous avez raison. Vous savez ce que dit Michael Masi avec la voix de Sylvester Stallone? Dites-moi. Ici, la loi, c'est moi. Vous voyez, on aurait mieux fait d'avoir les saucisses. Oui, c'est vrai. Plutôt que et on revoit le tête à queue. Plutôt que d'avoir des tours effacés à chaque fois. Ah oui. Ça rebondit sur le passage au point de corde, vibreur, boss, et on a senti que l'arrière,
et le moteur remonter en révolution et l'arrêt rebondir légèrement. Et Valtteri Bottas qui a le bon réflexe hein, de il aurait eu le droit, je contourner. crois qu'il aurait eu le droit de sortir. Il n'a pas joué, il n'a pas pris de risque. Ouais. Je pense qu'il y aurait eu une clémence de la direction de course. D'ailleurs, sachez que c'est Emanuele Pirro, l'Italien, ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Il n'est pas très clément généralement. Pirro, oui. Il est assez dur. Il avait, vous vous souvenez, pénalisé Vettel à Montréal de la victoire. Il faisait partie, c'était pas que lui, hein, il faisait partie du panel. Il a eu son retour en Italie, fut laborieux ce jour-là, le lendemain. Tsunoda, 3e. Il a été large où, vous pensez? On va regarder si la direction de course a quelque chose à reprocher à Yuki Tsunoda sur les limites de piste. Yuki Tsunoda, alors, il faudrait pas que ça devienne répétitif. On va revoir la limite de piste dépassée par Alonso d'abord, à l'approche du virage 9. Oh non, il n'a pas été gêné. Ouais. Ah oui, pas beaucoup, mais non, pas suffisamment. Beaucoup, 1 ou 2 dixièmes, oui. Ah, c'est net, hein. Ouais. Mais ça restait un bon tour. Donc, voilà. Oui, Yuki Tsunoda qui revient encore sur son comportement et qui dit je dois me calmer, je sais que je dois changer d'approche, je dois trouver plus de confiance dès le début du week-end, dès les essais libres 1. Je sais qu'en Formule 1, je n'ai pas besoin de tout donner dès les premiers tours de qualification. On rappelle que Tsunoda est sorti 3 fois lors des 3 dernières séances de qualification. En Q1, c'était au Grand Prix de Monaco. En Q3, c'était au Grand Prix d'Azerbaïdjan et de nouveau en Q1 au tout début de la séance au Grand Prix de France. Il aura provoqué 3 fois des drapeaux rouges. Et il dit je sais qu'à l'inverse des autres catégories où je devais attaquer tout de suite en qualif, ce n'est pas nécessaire en F1. Je dois modifier mon comportement, mais c'est pas la première fois qu'il nous le dit. Non seulement ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas. Là aussi il a été un peu large. Il était sur le vibreur, il restait les roues sur le vibreur. Il ne faut pas tout donner dans la première qualification et après stagner. Hamilton a tout donné dans le dernier secteur, lui 20-0, record de dernier secteur et amélioration du temps référence, une 6-332, 54 millièmes devant Bottas. Bottas qui sur un deuxième tour a lui aussi rattrapé et raccroché les wagons. Ce n'est pas net comme amélioration sur un deuxième tour. Giovinazzi 6e, belle entame de week-end également pour Alfa Romeo, pardon. Et Kubica avant-dernier, c'est bien. Et c'est bon, les roues sont sur le vibreur. Vous savez qu'il y a 2 places à prendre potentiellement chez Alfa Romeo la saison prochaine. Oui. Et qu'il y a des pilotes. Oh oui, je parle des pilotes, absolument. Il y a une place de truckies si vous voulez également. Il y a 2 places potentiellement à prendre. Vous mettriez qui dans ces voitures? Il devrait y avoir Schumacher. Ça fait partie des plans. Des possibilités. Des plans. Possibles. Salut Lionel. Et donc des possibilités. Et ensuite. Difficile là. Ah ben on va voir. Franck Montagny, est-ce que vous avez une éventuellement liste de noms qui vous viendraient en tête pour être candidat à un baquet chez Alfa Romeo la saison prochaine? Vous mettriez qui vous? Alors moi j'en ai 2 des noms. Mais par contre ça va froisser du monde, je vous le dis. Oula. Parce qu'on sait que chez Alfa Romeo, normalement il y a un baquet Ferrari. Donc ça veut dire on sort le baquet Ferrari. On oublie Ferrari qui décide quoi que ce soit. Je mettrai en premier Théo Pourchaire. Parce qu'il le mérite, il est en F2 et puis il faut qu'il grandisse et ça lui ferait du bien. Et puis derrière je mettrai un mec qui connaît bien la musique, surtout du moteur Mercedes, qui pour l'instant roule chez Mercedes, un Finlandais, pour remplacer un autre Finlandais, je mettrai Bottas. Le duo Bottas-Pourchaire, on le note aujourd'hui, 12h01, Franck Montagny qui choisirait Théo Pourchaire, ça va lui faire plaisir à Théo et on le salue bien sûr, on a hâte de le retrouver en F2, et Valtteri Bottas. C'est un bon choix, Bottas, oui. Bravo. Moi je pense qu'il est sur la liste. C'est soit ça Williams. Je crois pas qu'il a envie de retourner chez Williams. Alfa Romeo c'est légèrement mieux que Williams. Par contre, oui, comme l'autre ça va et toi? Trop tôt pour Cher. Schumacher est en phase préparatoire par Ferrari. Ils l'ont placé chez Haas pour le préparer, pour ensuite le faire monter. Donc ça serait la logique. Et on ne le sent pas stressé non plus, Schumacher, malgré ses sorties de piste. Donc il se sent assez protégé. Si jamais Bottas va chez Williams à la place de Russell, je verrais bien en ancien pilote Nico Hülkenberg revenir.
Chez Williams? Oui, non, chez Alfa Romeo. Je sais que Fred Vasseur apprécie énormément ce pilote. Un petit pour cher Hülkenberg, je mettrai une pièce dessus aussi. J'imagine que le passage au moteur Mercedes. Le passage du moteur. Il y a un passage Mercedes chez Alfa Romeo? Ah non, il va chez Ferrari. Non, il va chez Ferrari. Non. Vous voulez dire qu'on mettrait Bottas pour comprendre comment fonctionne le moteur Mercedes? Ils apprendraient deux, trois petites choses. Hein. Des évolutions ces dernières secondes alors que l'on... Oui. Je suis pas sûr que Toto Wolff placerait son pilote chez Alfa Romeo. Ouais, il va le garder avec un moteur Mercedes. D'accord, donc chez Williams. Peut-être. En tout cas, les temps ont parlé ces dernières secondes, ces derniers instants. Verstappen en 1.59 qui place pour la première fois une monoplace sous la minute 6 ce week-end. Bottas en amélioration aussi. Pierre Gasly qui améliore également. Pierre Gasly refuse de lâcher les Mercedes. Il avait levé le pied. Et la coupure, évidemment. Le futur Q1. n'a pas été conservé, ce qui lui valait une potentielle deuxième place devant Gasly. N'a plus lieu d'être. Personne n'a abandonné pour l'instant, Juju. En pleine forme, merci à toi. J'espère que Mercedes et Hamilton vont revenir au point de renverser l'inquiétude encore une boule. J'espère aussi. Pour l'instant, c'est pas gagné. Verstappen largement en tête. Un dépassement. J'aimerais bien aussi qu'il y ait... Mais là, clairement, Red Bull a l'air d'avoir pris l'avantage. Hein. Ça tourne et c'est très serré. Surtout Verstappen, quoi. Perez, bon, on sait qu'il est un peu en difficulté en qualif, mais en course, il revient bien. Est-ce qu'on a vu en sortie de voie des stands ici une année? Des accrochages? Non, un pilote qui a été tout droit dans le rail parce que la sortie est vraiment très compliquée. Très tendu, c'est vrai, tout en montée. C'est un rail de face. N'oubliez pas le pouce bleu, évidemment. Et l'abonnement à la chaîne si c'est pas fait. Salut Abdel. Ciel menaçant, Franck Montagny nous le confirmait tout à l'heure, hein, des risques de pluie cet après-midi. On voit que le vent souffle assez fortement. Inspection de la voiture de Lewis Hamilton avant un retour en piste. Hamilton, Jacques Villeneuve, qui vous a semblé assez peu concerné par tout ce qui lui arrivait au Grand Prix de France. Il était content, Verstappen est arrivé, il s'est pas trop battu. Pas une grosse défense sur l'attaque de Verstappen. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, il devait se dire que ses gommes étaient finies et que de toute façon il allait terminer deuxième. Donc, mais il acceptait très gracieusement. C'est la maturité, c'est l'expérience qui parle. Ou c'est le fait d'avoir. Tu penses que Mercedes va faire une Ferrari 2020 dans les années à venir? Donc il vaut mieux attendre l'année prochaine. Non, je pense pas quand même. Un peu de fatigue peut-être. À moins vraiment qu'il rate la voiture l'année prochaine. De garder le même niveau d'implication, d'énergie. Ce qui peut arriver, on ne sait jamais. Hein. Surtout avec la vie sociale. Mais j'ai quand même des doutes sur ça. Je pense pas. Faisons un point sur le classement au moment où Esteban Ocon grimpe au 6e rang. Et oui, Lewis, il faut se bouger, Lewis. 3e seulement, à 5 dixièmes de Verstappen, quasiment. 4e et Bottas presque 5. Gasly 2e. Encore une fois, c'est que les EL1, donc il n'y a pas de panique à avoir. Donc 6e, il y a quelques instants, il vient de fixer son temps en 1.6.5. Devant Lance Stroll et Antonio Giovinazzi dans le top 8. C'est le premier moteur Ferrari, celui monté dans l'Alfa Romeo, qui passe 9e, puisqu'Alonso à son tour, et bien voilà, regroupement d'Alpine au 6e et 7e rang. Giovinazzi donc 9e et 10e, Leclerc et Sainz 11e. 3 moteurs Ferrari de la 9e à la 11e position. Kubica est assez inexistant en fond de classement. Alonso, même dernier secteur que lorsqu'il avait été au large. Alors, ces deux-là se font des on fait coucou Oui, allez, on se gêne un petit peu, je t'embête, tu m'embêtes. Il avait déjà ralenti, Verstappen. Face à Nicolas Latifi. Qui en plus rentrait au stand. Tour d'attaque est lancé avec l'activation du DRS. Verstappen qui avait amélioré son premier secteur et ensuite sur les freins. Était arrivé sur Gasly qui s'était écarté à l'extérieur de la piste. Regardez là devant, il y a
Il y a un pilote qui est passé presque dans l'herbe. Ouais, autant l'Alpha Tauri était allé se mettre complètement à l'extérieur, celle de Pierre Gasly, pour ne pas gêner, autant devant. Mais même il était loin, Latifi, Gasly s'est décalé un peu tard, c'était juste très gênant. Ah. Latifi pouvait pas faire grand chose là. Non. Plus loin. Max Verstappen en leader de ce championnat, 12 longueurs d'avance sur Lewis Hamilton. Perez, 3e de ce classement, qui devance Lando Norris et Bottas seulement 5e. Verstappen qui effectue un 2e tour de préparation, on l'a vu s'arrêter complètement sur la piste pour laisser passer Gasly. Qui lui avait attaqué son tour. Bah ouais, je pense aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça. Après, Mercedes a tellement dominé ces dernières années aussi que bon, c'était inévitable. Hein. Ils peuvent pas dominer éternellement la Formule 1. Non, dans les virages aussi. Dans les virages, peut mieux faire. Le professeur principal dit peut mieux faire. Oui, Verstappen, à regarder cet écran, Verstappen bof, hein, c'est à peine. C'est pas terrible. Hein. Ouais. 12 sur 20. Ouais. Le passage dans la classe supérieure est remis en question. Malgré son meilleur chrono, oui. Ouais. Ou alors il ira hors pêchage aux oraux. Enfin, qu'il passe en oral. Oui. Il va passer l'oral de hors pêchage, oui. Et savez-vous ce que Pierre Gasly, ici à l'écran, a fait mercredi soir, Jacques? Il a été mangé, puis s'est couché pour bien se préparer pour le week-end. Certainement pas. Certainement pas. Il y avait un match de football mercredi soir. Ah bah oui. Portugal. Ah, c'est son ami Bip. Eh oui, pour l'énerver. Moi je l'ai laissé passer, lui ne me laisse pas passer. Il est aveugle ou quoi? Quelques petits pourquoi il fait ça? Pourquoi il joue à ça? Eh bien c'est souvent pour énerver un peu les autres pilotes, mettre la pression. Certains font ça. Sergio Pérez serait-il sorti de la piste parce qu'il y a eu brièvement un drapeau jaune? Les pneus ont l'air propres. Aucune marge d'erreur pour Mercedes jusqu'à la fin de la saison, non, c'est sûr. Et le casque blanc ce week-end. Il faut qu'ils reviennent sur Red Bull absolument. Ils ont fait une blague. C'est très drôle. Virage 4. Et emmené par le virage. Hop, Pérez, petit attaqueux. Bah alors, Sergio. Sans toucher, bravo. Et les pneus sont ronds et noirs. Ah oui? Oui. Oh. Avec des bandes rouges, mais des fois des bandes jaunes ou blanches. Mercredi soir, match de foot France-Portugal que n'aurait raté pour rien au monde Pierre Gasly. Écoutez-le. J'ai atterri à 20h57 à Vienne, donc j'ai pris direct le téléphone pour regarder et suivre ça. Donc non, c'était assez excitant et surtout la deuxième mi-temps, je pense que ça a plutôt très bien joué. Ça aurait été bien de gagner, mais bon, dans tous les cas, on finit en tête du groupe et prêt à supporter l'équipe de France pour le reste de la compétition. Et qui a marqué les 2 buts pour la France, Jacques Villeneuve? Un joueur français. Un joueur français absolument, qu'on appelle la Formule 1, Karim Benzema. La F1 est partout, Jacques, même sur les terrains de football. Oui, monsieur. C'est le footeux, hein. Absolument. La F1 du football. On attend évidemment avec impatience le prochain match des Bleus. Ce sera lundi, je crois, en 8e de finale, face à la Suisse. On s'excuse déjà auprès de nos amis suisses, mais nous allons devoir les battre. Vous avez remarqué comme on dit nous, hein, dès qu'on veut être impliqué dans un projet. Oui. Voilà. Surtout quand c'est positif et c'est le temps de gagner. Ils ont perdu, on a gagné. Merci. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Et lundi soir, nous ferons donc un Julien débrief sur Twitch avant le match, comme ça vous pourrez suivre tranquillement sur la chaîne la F1 du football, Sport, le débrief de lundi soir dont vous ferez partie. Ouais, du coup lundi soir, hein, France-Suisse. Vous serez l'un de nos invités en direct de Manicourt, où vous trouverez pour la finale de Feed Racing, et nous aurons entre autres Jacques Villeneuve. On débriefera ensemble bien sûr ce week-end. On parlera de Feed avec Patrick Lemarié, et puis nous aurons invité. Mais quoi qu'il arrive, on vous libérera pour pouvoir suivre le match de l'équipe de France en temps et en heure. Donc soyez au rendez-vous lundi dès 19h sur la chaîne Twitch Canal Plus Sport pour Julien Débrief. En l'occurrence, ce sera et Jacques Débrief aussi.
17 minutes 30 à couvrir dans cette première séance d'essai libre. On s'attend. C'est vrai que Nissany, il devait rouler, lui. À partir de 14h40 sur Canal Plus Sport. Ah non, c'est pour l'Autriche, le Grand Prix d'Autriche. En tout cas, le ciel reste chargé le prochain. Sur les montagnes la semaine prochaine, c'est pas cette semaine. Le casque qui n'a pas changé, c'est celui de Lando Norris. C'est pour le deuxième Grand Prix. Je trouve que c'est encore dans cette version, on va dire, la plus classique, parce qu'il fait souvent des versions que j'apprécie le mieux et qu'on reconnaît le mieux, ça c'est vrai. Ricciardo 12e, Norris 16e. C'est compliqué là, mais on n'a pas vu le passage en gomme rouge encore, je crois. Ça semble pas s'être bien passé pour lui. Il en est où avec ses gommes rouges, Norris? Non, il a déjà pourtant fait 2 relais. Oui, Ron Nissany, pilote numéro 3. Peut-être si c'est un loupé comme Perez, chez Williams. Perez qui n'aura pas profité de sa gomme rouge. Pilote payant, littéralement. Une mauvaise matinée. Il en est à son 10e tour. Il attaque son 10e tour sur la gomme rouge. Lando Norris. Brillant également sur sa stratégie au Castellet, avec une tenue des pneus et un dernier relais plus court, mais qui lui a permis d'aller chercher 6 voitures, 6 dépassements en 6 tours. Un dépassement un petit peu rugueux avec Pierre Gasly, petite chamaillerie en piste, mais ces deux-là se sont l'un et l'autre parfaitement détendus, expliqués, et ont confié l'un comme l'autre qu'il n'y avait aucun souci entre eux. Il y a eu quelques noms qui ont volé à la radio, mais c'était dans le feu de l'action. Pierre Gasly l'a compris. Ouais, je ferai une news tout à l'heure. J'ai vu ça. Il la ferait exactement sur sa défense, en tout cas, de manière identique face à Norris. Plutôt une bonne chose. Il est un peu frustré. C'est trop large pour Lando Norris. Le chrono ne tiendra pas, quel qu'il soit. Nissany CV, c'est-à-dire tu veux son palmarès ou... Bah, tu vas regarder sur Wikipédia, il est pas terrible hein, son palmarès. C'est le mot qu'on puisse dire. Je le connais même pas par cœur, tellement... c'est pas terrible quoi. Ouais, voilà. Vous avez constaté en caméra embarquée. C'est de la merde, et du coup il achète... Ouais, c'est ça, il est millionnaire sinon. Il vient d'une famille de riches et... Il fait des essais, il achète ses essais chez Williams en fait. C'est ça l'idée un peu. Et donc à chaque fois c'est Russell qui se fait remplacer en plus. Donc bon. Williams ils sont quand même en galère pour accepter ça quoi. Eh ouais, un siège s'achète. La preuve. Alors, dernière partie de séance maintenant consacrée à la dégradation des longs relais. Très importante session. Ce sera peut-être, sait-on jamais, à cause de la météo, la seule capable d'offrir une vraie référence, de vraies informations. Qui devait faire pareil du coup. On voit cette saison, qui devait acheter son baquet. D'une heure au lieu d'une heure et demie. Et bien les équipes ont le travail et les pilotes chargés. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Et ils en auront encore moins à Silverstone avec une seule séance d'essai libre le vendredi avant d'attaquer une qualification. On rappelle ce format de la qualification, la course qualificative du samedi. Une seule séance d'essai libre le vendredi matin, 1 heure. Une qualification Q1, Q2, Q3 vendredi après-midi. Ce qu'on connaît le samedi après-midi à l'heure actuelle bascule le vendredi après-midi. Le résultat de cette séance de qualification détermine une grille de départ, non pas pour le Grand Prix dimanche, mais pour la course qualificative du samedi après-midi. Donc de nouveau, une petite heure d'essai libre samedi matin pour préparer le dimanche, les longs relais. Et samedi après-midi, une première course
qualificative. Et c'est cette course qui donnera la grille. pole position, mais aussi dans les livres en tant que poleman. Complètement. Et ça, c'est la chose un peu bizarre, parce que normalement, une pole, c'est le tour le plus vite. Donc, on aurait peut-être pu donner dans les livres le poleman déjà le vendredi. Ça devient un Grand Prix de 400 km. En quelque sorte. 200 km. Oui, Avec le dimanche. avec un arrêt au plus au centième kilomètre. C'est vrai. Ou un drapeau rouge. C'est un drapeau rouge et... de 24 heures. Voilà. Un drapeau rouge de 24 heures. Bon, c'est pas très passionnant, c'est à chaque fois, on se fait un peu chier quand même. Au moment de ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, les essais cet après-midi, je pense que ce serait un peu mieux. Apparaître nouveau format de week-end. Mais c'est vrai que pour les livres d'histoire, c'est le vainqueur de la course du samedi après-midi, partant donc en pole position le dimanche, qui sera considéré comme... Il y a quelques années, je regardais même pas les essais en fait. Hein. Avant de créer la chaîne, des fois, je regardais pas les essais. Surtout, c'était beaucoup plus tôt en fait à l'époque. Il y avait des essais à 9h, 9h30, c'était super tôt. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus tard, c'est mieux. Mais ah oui, c'est vrai. On parlait de ce nouveau format des week-ends de Grand Prix. Ça reste pas très passionnant. C'est bien par contre qu'ils aient réduit à 1h. L'idée de base est bonne. 1h30, ça c'est une bonne chose. À renouveler et à répéter lors du Grand Prix d'Italie à Monza. Il est également prévu que ce format soit utilisé à Interlagos. La question est maintenant de savoir si la F1 se rendra réellement à Interlagos. Les changements de calendrier sont continuels ou quasi continuels. On a appris dans un premier temps le retrait de Singapour, remplacé officiellement ce matin par le Grand Prix de Turquie. Qu'en sera-t-il des Grands Prix brésiliens, japonais? On sait qu'au Japon, la MotoGP ne se rendra pas. La F1 a l'intention, semble-t-il, de s'y rendre pour l'instant. Et puis au Brésil, à mon avis, le Japon va être annulé aussi. C'est très compliqué, on a du mal à imaginer qu'elle s'améliore assez. Et il y a l'Australie au milieu de tout ça, qui est planifiée en fin d'année. Là aussi, c'est trop large pour Lewis Hamilton. La situation en Australie est bonne, mais bon, vu qu'il ne laisse personne rentrer, compliqué. C'est compliqué pour la F1. Parce que lorsque le tennis y a été, et tout le milieu du tennis a dû effectuer 14 jours de quarantaine. Ah oui, c'était compliqué. Et on a du mal à imaginer le paddock, le Formule 1, agir de la sorte. Pour Red Bull, au-delà d'être en tête des deux championnats, pilotes et constructeurs, c'est que les évolutions liées aux règles de flexibilité de l'aileron arrière n'ont pas perturbé l'écurie autrichienne lors du dernier week-end, ni même à Bakou, puisqu'il semblait qu'à Bakou déjà, Red Bull avait renforcé son aileron arrière. Maintenant, eh bien, tous les regards sont tournés vers les ailerons avant. Peut-être que ça perturbera plus Mercedes. Parce qu'avec l'empattement long, la Mercedes a besoin de beaucoup d'appui sur l'avant dans les virages serrés et moins dans les virages rapides. Ça fait aussi partie des éléments qui inquiètent Mercedes sur ce week-end, c'est l'empattement long de sa voiture qui ne l'aide pas normalement sur les circuits serrés. Il y a plusieurs virages assez étroits ici, des épingles quasiment, et puis cette puissance moteur nécessaire dans les 3 lignes droites. Oui, donc virage 1 et 3 sont des virages, le 3 est très serré, le virage 1 où il faut plonger. Et configuration de piste où les rapprochements des chronos seront très proches. Ouais, mais une piste pouvant favoriser des équipes du milieu de tableau. Ne plonge pas, mais oui, ça reste très serré au niveau des chronos, c'est sûr. Donc ça peut aller, c'est plutôt les virages à angle. Puis en général, il y a du spectacle sur ce circuit, donc... qui complique la vie à Mercedes. Je vais regarder la météo, tiens, si ça a changé un peu ou pas depuis mercredi soir. Très rapide, 9 et 10, très rapide. Alors, voyons. On a vu que ça s'ouvrirait beaucoup chez Mercedes et que Zeldweg, c'était pas si facile que ça. en Autriche. Ah merde, il prévoit du soleil, fait chier. 26 degrés dimanche, oh là là. Quelques averses l'après-midi. Ouais, samedi, il y aura pas de pluie, c'est sûr, demain, là, c'est clair. Dimanche, il y a quelques risques de pluie à la limite. Mais honnêtement, ça paraît plus probable qu'il pleuve aussi dimanche. Performance globale en fait. Ouais, équilibré. Enfin, encore une fois, vu que c'est en montagne et tout, peut-être que
remonter à Ça la peut changer un peu. place, là on verrait la voiture être moins équilibrée. Parce que c'est serré. Il prévoit des orages sur un autre site de météo dimanche. Putain, d'un site à l'autre, c'est pas la même chose, c'est insupportable. Aurait pu ralentir avant le virage. Donc, ouais. Il n'a pas tellement joué le jeu là. Ouais, pareil, hein, franchement. Dans ce virage, Lewis Hamilton avec Alex Albon. Ouais, demain il n'y aura aucun risque, mais dimanche peut-être, ouais. 5 dixièmes de la 3ème à la Faudrait vraiment que l'orage il tombe pendant la course en fait. Sébastien Vettel à la 14e place de ce classement alors que Lance Stroll est 8ème. Un petit peu en retrait, Sébastien Vettel. Tiens, on regardera à nouveau demain pour voir si ça change ou pas. Ce genre de week-end, lorsque la vu que d'un jour à l'autre ça peut évoluer. Sa réponse. Il faut être ouvert d'esprit. Je m'en fiche, il pleut, on a des pneus pluie. Hein. C'est pas si différent ou compliqué. J'aimerais avoir un peu de pluie. Je crois pas qu'on a piloté sous la pluie cette année. Imola, ah oui, on a eu Imola, c'est vrai. Bah Imola quand même, oui. Mais au-delà de ça, on n'a pas eu une vraie séance sous la pluie ou course. Pourquoi pas? Il y a 2 courses ici, une pourrait être humide, une autre sèche. Il y aura du public la prochaine fois, donc c'est jamais agréable pour le public, il pleuve. Sébastien Vettel qui pense même au public, c'est gentil. C'est vraiment sympa. Vous parliez de Stroll, de Vettel. Putain, les 16 premiers se tiennent en 1 seconde. Ça c'est beau par contre. Redites-moi ça, Jacques. 12 centièmes entre Stroll et Vettel. 8ème à 14ème. 1,6,7, incroyable, c'est vrai. C'est beau. Magnifique. C'est extrêmement serré. Regardez, Alonso, Vettel. Donc 6ème, 14ème, 2 dixièmes. On a rarement vu aussi serré. Oui. Fernando Alonso en 1,6,519. Ah oui, c'est une piste courte, donc forcément. On va louper un freinage là. Une seconde, voilà, il y a moins d'une seconde de la 6ème à la 18ème place. Parfait, c'est ce qu'on aime voir. Petit tout droit de Valtteri Bottas, il connaît l'échappatoire ici. C'est compliqué avec Mercedes ce week-end. On voit que les deux pilotes réussissent à faire de bons tours, prendre de bons chronos, mais. Oula. Passé, là bah, il est allé tasser Mick Schumacher. C'était qui? Non, Giovinazzi, pas Mick Schumacher. Alfa Romeo, pardon, c'était Giovinazzi. De dos, je pensais à une EAS. Autant pour moi. Pourquoi il a fait ça? Ben, il l'a ignoré. Bottas qui a failli foutre dehors Giovinazzi. Petit dépassement musclé de Pierre Gasly. Gasly qui passe. Des pilotes là qui s'amusent en piste. Ah bah bien joué à toi. Non mais il s'énerve là, ça sent la fatigue, la frustration, et il se passe des messages. La fatigue déjà, on est vendredi matin, ça va pas. La fatigue de la saison. Et surtout pour les pilotes qui ont eu de mauvais résultats. Ah oui, eux ils sont épuisés. Ils accusent un peu plus le coup, mais on est à 7 grands prix disputés. Vous savez, chaque animal a une méthode de communication et le pilote c'est sur la piste avec des coups de volant. D'accord, le pilote est un animal. Oui. Ouais, plus que 4 minutes. Lorsqu'il est dans sa monoplace. Oui, il devient un animal. Certains sont des pitbulls. Vous étiez quel animal en piste, Jacques, vous, en Formule 1 une bête à part. Un gnou québécois? Un gnou, oui, très rare, c'est pour ça un gnou. Ah oui. Un bel orignal. Féroce. Non, je suis plus petit qu'un orignal. D'accord. Un calibou. Bon bah, Ricardo, on sait ce que c'est, hein, c'est un honey badger. Donc c'est quoi c'est la traduction? Un kangourou. Non, c'est pas une sorte de castor, mais une. Comment on appelle ça? Moi je le vois sautillant. Oui, mais son animal totem, c'est le. C'est pas le diable de Tasmanie non plus. Non, le honey badger, c'est le blaireau, voilà, c'était le mot que je cherchais. Ah, vous le traitez de blaireau. Mais je ne le traite pas, il se traite lui-même de blaireau, l'animal. En anglais, ça pas tout à fait. Ça sonne mieux en anglais. Personne ne lui a expliqué la traduction française. Voilà. J'imagine mal se dire je suis un blaireau. D'autres grands champions, Bernard Hinault était le blaireau en cyclisme. Il était hautement respecté. Et l'est toujours d'ailleurs. On va essayer de trouver des animaux totems à chaque pilote. Ah, il en a donné un à chaque pilote? Non, je dis à nous d'en trouver. Ah oui. À nous d'en trouver. Bon.
Hamilton, je vous laisse commencer. Hamilton, ce serait un faucon ou un aigle pour moi. L'œil perçant, les ailes larges de celui qui domine sa discipline. Voilà. Pas mal, bien vu. Je cherche, vous pouvez nous aider aussi si vous voulez. Bon, Alonso, le taureau des Asturies, facile. Écoutez, non mais là je vais au plus simple. Max Verstappen, un lion, me dit-on à l'oreillette. Oui, effectivement, il y a du lion chez ce garçon. Plus tigre, je dirais. Un tigre? Oui, parce que lion, c'est quand même... ça dort un peu. Oh, bah oui. Je vais vous mettre dans la jungle face à un lion, on va voir s'il reste dormir très longtemps. Lorsqu'il se réveille, mais Verstappen est toujours réveillé. Et il a un lion sur son casque aussi, c'est vrai. Bon, le choix est facile. Y a-t-il une taupe en F1? Il y en a plusieurs. Mais c'est en backstage, c'est derrière. Je suis sûr que vous allez nous trouver des animaux totems pour chacun des pilotes en cette fin de séance. Les simulations de relais sont toujours moins excitantes. Oui, c'est un travail de longue haleine, mais ô combien important en vue du Grand Prix. Il a tout de même passé le virage malgré le bon blocage de roue. Alonso a un rythme intéressant pour l'instant en course, mais on sait c'est un pilote de course, on l'a vu au dernier Grand Prix, lors des 2 derniers Grands Prix. Il a été chercher des points pendant la course et pas en qualif nécessairement. Carlos Sainz sur la même longueur d'onde que son coéquipier Charles Leclerc, inquiet qu'en si peu de temps Ferrari puisse solutionner ses problèmes, notamment liés aux pressions. Bon, ça se termine, cette histoire. Aussi, on parle des évolutions et des améliorations du moteur Ferrari, mais qui partait d'une 50aine de chevaux de retard et qui n'en aurait rattrapé qu'à peu près la moitié. On était surpris par sa vitesse de pointe en début de saison. Oui. Et donc on peut imaginer que c'est le changement d'aileron arrière. Le renforcement et l'interdiction de flexion d'aileron arrière. Et puis les pressions hautes, clairement un effet sur les suspensions. Peut-être que cette monoplace fonctionnait à merveille avec les pressions précédentes et est sortie de sa fenêtre d'exploitation. Fin de cette première séance sur le Red Bull Ring avec le lion Verstappen qui s'est montré intraitable avec la gazelle Pierre Gasly. La gazelle Pierre Gasly, d'accord. Et donc le lion va manger la gazelle? En tout cas, les deux courent très vite. Et après l'aigle ira prendre les restes. Exactement. Bottas, je verrais bien en panda. Je trouve qu'il a un look d'un... Mais oui, il est un peu rond, comme Winnie l'ourson. C'est un peu le Winnie l'ourson de la F1. Sauf quand il s'énerve, comme le week-end dernier. Il s'est énervé le week-end dernier. Non, là vraiment... Alors que Winnie l'ourson ne s'est jamais énervé. Non. Voilà. Je partirai sur du panda. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vous retrouve à 15h pour les essais 2. Qui, on l'espère, seront plus passionnants que ces essais numéro 1. Je vous retrouve sur TBF1 tout au long de la journée pour des actus sur la F1. Évidemment. Allez, à toutes, vers 15h. Ciao, ciao. Et les écarts se creusent derrière. Encore une fois, c'est les